Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui se passe littéralement sous nos pieds, mais qui est d'une complexité, assez folle. On va parler du parcours de l'eau dans nos villes et comment on arrive à le modéliser. Regardez un peu cette image. C'est une ville moderne, vue du ciel. Qu'est-ce qu'on voit? Du béton, de l'asphalte, des surfaces dures partout. Et en fait, chaque route, chaque toit, chaque parking, ça vient complètement changer la façon dont la nature, elle, aurait géré l'eau de pluie. C'est vraiment là que tout commence, notre défi. Alors, la question est toute simple, mais la réponse, elle, est super complexe. Quand il pleut, où va toute cette eau? On ne parle pas de quelques gouttes, Une grosse averse, ça peut être des millions de litres d'eau qui tombent sur une ville en à peine quelques minutes. Alors, où est-ce qu'elle va? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. En fait, le vrai problème, ce n'est pas la pluie elle-même, c'est la façon dont nos villes sont construites pour la recevoir. Et oui, le béton, ça change absolument tout. Voilà, c'est vraiment le cœur du problème. Dans la nature, le sol, c'est une sorte d'éponge géante. Il absorbe l'eau. Mais nos villes, avec leur béton et leur asphalte, c'est tout l'inverse. C'est comme si on avait posé une immense bâche imperméable. Du coup, l'eau, elle ne peut plus s'infiltrer. Elle n'a qu'un seul choix, ruisseler en surface. Et là, elle s'accumule très très vite et mène au système de drainage à rude épreuve. Alors, face à un défi pareil, les ingénieurs, ils ne peuvent pas juste y aller au hasard. Ils ont besoin d'outils ultra puissants. Et c'est là qu'entre en scène, si on peut dire, le héros de notre histoire du jour. Un logiciel qui s'appelle PCSWM. PCSMMM, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, l'image la plus simple, c'est de le voir comme un simulateur de vol, mais pour les gouttes d'eau en ville. C'est un outil qui permet de construire un véritable jumeau numérique de tout le réseau d'eau d'une ville. L'idée, c'est de pouvoir tester, analyser et surtout de prédire comment ce réseau va réagir en cas de forte pluie. Ok, ça a l'air super complexe comme ça, mais en pratique, comment ça marche? Comment on passe d'une simple carte à un simulateur d'inondation super sophistiqué? On va regarder les grandes étapes ensemble. C'est un processus assez logique finalement. Voilà, en gros, ça se passe en 5 étapes clés. D'abord, on met en place le projet, on ajoute une carte, on dessine le réseau de drainage, on lui dit combien il va pleuvoir, et enfin, on lance la simulation et on regarde ce qui se passe. Chaque étape construit sur la précédente pour arriver à ce fameux jumeau numérique. Donc, tout commence par une carte. Le logiciel intègre des services de cartographie, comme ce qu'on connaît tous. On part de la carte du monde et on zoome, jusqu'à trouver la zone qui nous intéresse, ici, New York. Et on continue de zoomer pour définir précisément notre zone d'étude, notre sorte de laboratoire numérique. Là, par exemple, on est sur un quartier bien précis de Manhattan. C'est sur cette petite zone qu'on va recréer virtuellement tout le réseau d'eau souterrain. La toute première chose à faire, la première pièce du puzzle en quelque sorte, c'est de définir la sortie. On appelle ça un exutoire. C'est le point final. C'est là que toute l'eau collectée par le réseau va être rejetée, par exemple dans la rivière. Ensuite, on place ce qu'on appelle les jonctions. Ce sont tout simplement les nœuds du réseau. Dans la vraie vie, ça correspond aux plaques d'égout, aux regards. C'est ce qui va connecter les tuyaux entre eux. Ok, une fois qu'on a un petit réseau de base, on peut faire le premier test. On lui applique une pluie virtuelle. Et là, on obtient ce graphique, qui est super important. Ça s'appelle un hydrogramme. En bleu, c'est la pluie qui tombe au fil du temps. Et en rose, c'est la réponse du réseau, c'est-à-dire le débit d'eau qui sort. C'est un peu comme si on prenait le pouls de notre système pour la première fois. Et voilà, en quelques clics, on a créé un mini jumeau numérique de notre réseau de drainage. C'est déjà impressionnant. Mais ce n'est que le début. Parce que le vrai pouvoir de cet outil, c'est quand on commence à l'utiliser pour tester des scénarios, pour regarder vers l'avenir. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas juste de savoir comment le système fonctionne aujourd'hui. Le but, c'est de concevoir des systèmes qui pourront résister aux tempêtes de demain, des événements extrêmes, peut-être même pires que tout ce qu'on a déjà connu. Et cette citation résume parfaitement cette idée. Il s'agit de concevoir un système capable de gérer ce qu'on appelle l'averse de conception décennale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se contente plus de réagir après une inondation. Non, on conçoit à l'avance, de manière proactive, en se posant la question « Est-ce que notre système est assez solide pour encaisser une tempête qui n'a que 10% de chances de se produire chaque année ?» Et pour ça, les ingénieurs utilisent ce genre de données. Ils classent les tempêtes par période de retour. Une tempête de 2 ans, c'est courant. Une tempête de 100 ans, c'est un événement exceptionnel et bien sûr beaucoup plus violent. Ces chiffres, en fait, ce sont les différents niveaux de stress test qu'on va faire subir à notre modèle numérique. Dans le logiciel, ces chiffres se transforment en graphiques comme celui-ci. Chaque courbe représente l'intensité d'une tempête spécifique. La plus basse, c'est peut-être la tempête de 2 ans et la plus haute, celle de 100 ans. C'est génial parce que ça veut dire qu'on peut, en un clic, déchaîner virtuellement n'importe lequel de ces scénarios sur notre ville numérique. Et le résultat, le voilà.
C'est ça qui est incroyable. Le logiciel ne dit pas juste « attention, ça va déborder ». Non. Il produit une carte d'inondation en 2D, une vraie visualisation. On voit exactement où l'eau va s'accumuler dans les rues, et les couleurs nous indiquent même la profondeur. Le bleu, ce n'est pas très profond. Le rouge, c'est la grosse inondation. C'est un outil d'aide à la décision qui est juste inestimable. Mais attention, on pourrait croire que la solution, c'est juste de mettre des tuyaux plus gros partout. En fait, la vraie révolution de ces outils, c'est qu'ils nous permettent de penser complètement différemment, de concevoir des villes qui travaillent avec l'eau et plus seulement contre elle. Et pour ça, il y a un concept technique qui est super puissant, la modélisation 1D, 2D. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est simple. Le 1D, c'est pour modéliser l'eau qui coule dans les tuyaux, en sous-sol. C'est un chemin bien défini, en une dimension. Le 2D, c'est pour l'eau qui déborde et qui s'étale en surface, sur les routes, les parcs. C'est le chaos, en 2 dimensions. En combinant les deux, on a une vision ultra réaliste de ce qui se passe vraiment pendant une inondation. Et là, on voit bien la différence de complexité. À gauche, un modèle 1D assez simple, juste les tuyaux pour un quartier. À droite, un modèle 1D, 2D hyper complet, qui simule tout un bassin versant, avec les rivières, les rues, le réseau souterrain, tout est connecté. Ça montre bien que la technologie peut s'adapter du petit projet au très très grand. Et ça nous amène à un point crucial. L'avenir, ce n'est pas que du tout tuyau, c'est aussi ce qu'on appelle l'aménagement à faible impact, ou AFI. L'idée, c'est d'utiliser des solutions inspirées de la nature, des parkings qui laissent passer l'eau, des jardins de pluie. Et ce qui est formidable, c'est que le logiciel peut aussi modéliser l'efficacité de ces solutions. On peut tester virtuellement si un jardin de pluie à tel endroit va aider à réduire une inondation. Au fond, la question que ces outils nous obligent à nous poser est la suivante. Comment peut-on construire des villes qui collaborent avec l'eau au lieu de lutter en permanence contre elle ? On a maintenant les moyens de passer d'une vieille logique qui consistait à évacuer l'eau le plus vite possible à une nouvelle approche beaucoup plus intelligente où on l'intègre au paysage urbain. Et c'est ça la clé pour créer des villes qui seront non seulement plus sûres, mais aussi plus durables.